Merci beaucoup, Madame Élise Marthe Torqueux. Vous êtes nutritionniste et diététicienne. Ça fait du bien de la voir dans le cadre de ce programme pour avoir des conseils. C'est vrai que des fois, on se dit, c'est tellement banal, c'est qu'elle nous dit, oh, mais bon, pas du tout. C'est important de savoir qu'on doit boire de l'eau et pourquoi on doit boire de l'eau. Tiens. C'est capital parce que Ouais. j'en connais qui ne boivent même pas un verre d'eau par jour. Hein. C'est compliqué ça. De toutes les façons, de l'autre côté de Yaoundé, il est déjà en place, mais c'est Oui. sûr et certain qu'au minimum par jour, c'est au moins 1,5 litre d'eau. Monsieur Ghislain Pierre-Lassonde, bonjour. Ce matin, vous avez une fois de plus le cœur enflammé de joie. La preuve, le bleu, il vous va à merveille. C'est la revue de presse. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofane. Effectivement, mon cœur est enflammé de joie. Question de vous accueillir dans la cité capitale Yaoundé, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour d'informations. Bienvenue à cet exercice. Vous avez dit, la revue de presse en tout cas, c'est la première partie du sport et du football en compagnie du quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune pour commencer ce matin, pour dire combien le Cameroun sera prêt le jour dit s'agissant du CHAN 2020. C'est une compétition que le pays de Poulbia s'en va organiser. C'est ce qui ressort d'ailleurs des travaux du comité local, travaux tenus hier ici même à Yaoundé. Et naturellement, ce comité-là a réuni les commissions opérationnelles autour de lui à l'effet de lancer la veille s'agissant de cette compétition, on va dire continentale, que le Cameroun s'en va abriter en 2020. Il y a déjà des précisions qui ont été faites. D'abord, au niveau des dates, signale justement Cameroun Tribune, mais également au niveau des stades qui vont abriter les compétitions. Pour le cas d'espèce, la compétition va se dérouler du 3 justement au 25 avril 2020, du 4 au 25 avril de l'année prochaine. Donc, et ce sont les villes de Yaoundé, Douala, Bouya et Limbe qui vont donc abriter les compétitions, les rencontres de football. S'agissant de la compétition, le CHAN 2020. On va rester dans cet élan d'infrastructure pour ce qui est du Cameroun avec le journal de Georges Alain Boyomo pour parler donc du quotidien Mutation. Mutation ce matin qui s'emploie à faire un tour d'horizon des grands chantiers en cours d'exécution au Cameroun. Eh bien, il s'agit des travaux publics, bien entendu, et bien qui sont interpellés d'ailleurs au regard de ces grandes entreprises qui souvent se dépêchent lentement. C'est un peu trop souvent les marchés qui sont résiliés par l'autorité administrative compétente pour parler justement du ministre Nganou Djoumessi en charge des travaux publics. Et ces travaux-là sont souvent résiliés. Et dis-je, les contrats sont souvent résiliés à cause justement de ces entreprises camerounaises et même étrangères qui se dépêchent très souvent lentement, question d'accomplir les missions pour lesquelles elles sont contractuelles. Des chantiers abandonnés, cela n'est pas un fait rare sur le ciel du renouveau de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Le pied de une du Mutation, édition de ce matin, lui, ne quitte pas la vie avec la mort à propos de ces éboulements. Il y en a eu un autre hier, ici même à Yaoundé. Eh bien, le journal s'attelle justement à recenser quelles sont les zones à risque que l'on retrouve un peu partout sur le territoire camerounais et qui ont déjà justement fait des morts ici et là-bas. On parlait de ce cas récent, celui d'hier, ici même à Yaoundé. Il y a bien entendu encore, frais dans nos mémoires, le cas de l'éboulement du côté d'Engouaché. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi reste par exemple dans cet élan-là de solidarité nationale à propos de cette catastrophe, que dis-je, de ce drame d'Engouaché dans la région de l'Ouest Cameroun, avec une mention spéciale cependant ce matin à l'adresse du génie militaire camerounais. Il est déjà, lui, ce génie, à pied d'œuvre à Bafoussam. Question justement d'aménager le site sur lequel s'est produit le drame il y a quelques jours. Maintenant, c'était donc du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Bon à savoir dans la presse ce matin, parce que demain est un jour mémorable pour le RDPC et les partis alliés, donc, qui font partie de la majorité présidentielle. Demain est 6 novembre 2020. Cela marquera donc l'an 37 du renouveau. Ainsi donc, signale justement le journal édition de ce matin à propos justement de cette célébration pour parler des paysans info. Eh bien, Paul Biya va célébrer demain l'an 37 et autour de lui, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, donc il est président national au même titre que les autres partis politiques qui lui sont alliés, donc qui font partie de la majorité présidentielle. Et c'est le cas de le signaler. Eh bien, ces partis-là se préparent déjà
pour souhaiter rien que du bonheur à Paul Biya, le champion de ce parti, le RDPC. Le président camerounais, dont l'économie, à titre de rappel, est en quête d'autres cités, que dis-je, d'autres éléments. C'est le cas justement de cette coopération, on va dire, sous-régionale. Pour parler de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui regroupe d'ailleurs 6 pays, et bien pour parler de la coopération régionale, pour parler des finances et de l'économie ce matin, eh bien, expression économique, vous le voyez, en grande une propose à l'ensemble de ses lecteurs la coopération entre Malabo et Yaoundé. Malabo étant la capitale de la Guinée équatoriale et bien entendu Yaoundé, la capitale camerounaise. Eh bien, les deux capitales qui entonnent donc désormais un hymne de collaboration en matière de finances publiques. Vous le voyez d'ailleurs en une principale, c'est une photo d'illustration, celle du ministre Luc-Paul Moutaza en charge des finances au Cameroun. Il était alors émissaire de Paul Biya auprès de Théodore Obiangema Bazogo, le président de la Guinée équatoriale. Et dans ces registres de coopération économique, la nouvelle en kiosque cette semaine, eh bien, tient à revenir sur ce qu'il est convenu d'appeler les sanctions de la Maison-Blanche. Pour parler de cette décision de Donald Trump qui sanctionne à sa manière l'économie camerounaise, c'est un non-événement. Rapporté d'ailleurs le journal en grande une ce matin pour parler de la une principale de la nouvelle. Eh bien, pour ce journal-là, pendant que les États-Unis d'Amérique font leur show, le Cameroun peut résolument se tourner vers la Chine et pourquoi pas vers la Russie. Une édition presque spéciale du quotidien L'Épervier. Le journal de Léopold Provis Studio qualifie d'ailleurs cette fait-là, fait de sanctions de la honte. Vous allez le voir en une principale du quotidien L'Épervier ce matin. Eh bien, selon lui, ces sanctions-là se situent à 1000 lieues des considérations purement économiques et justement parce que les États-Unis se sont basés sur des faits des droits de l'homme et à la conclusion, le journal rapporte que ces accusations qui portent sur l'armée camerounaise l'ont été justement à propos de la méchanceté parce que les faits ne sont pas réels si l'on s'en tient au journal L'Épervier. L'Épervier en autre version qui a d'ailleurs fait son lit du côté de Mvamoka pour parler de la région du Sud Cameroun et précisément le département qui porte justement le nom qu'il faut rappeler, à savoir le Dja et Lobo. Là-bas, il est allé séjourner à Mvomoka, où il y aurait donc eu 2 morts déjà à cause du noir lui-même qui est causé par l'absence d'énergie électrique. En tout cas, c'est une information on ne peut plus grave qui est signalée par cette autre édition du journal L'Épervier. Reparlons maintenant des sanctions américaines adressées donc contre les intérêts de la République du Cameroun selon les facilités du pays de l'oncle Sam, contenues dans la Gora du nom de ce marché américain très souvent en faveur de l'Afrique. Jusque-là, il y a donc eu cette coopération jusqu'à ce qu'il y ait cette décision du président américain, j'ai donc nommé Donald Trump. Et pour le journal Khmer Press, édition de ce jour, vous le voyez, eh bien, il y a lieu de s'inquiéter, certes, mais il faut bien dire que les choses devraient aller dans ce sens. C'est d'autant plus que le Cameroun a pris l'option de diversifier sa coopération économique et même financière. En tout cas, c'est ce que rapporte le journal édition de ce jour. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, lui aussi en kiosque ce mardi, eh bien, il est question ce matin de faire un peu le point, mais un point sous forme d'exclamation, car il y a le 6 novembre demain, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un mois maintenant, jour pour jour presque, que le GDN, le Grand Dialogue National, s'est tenu au Palais de Congrès de Yaoundé. Il y a eu débat, mais l'on enregistre toujours des enlèvements et même des tueries. À tort, semble dire donc le journal, pour faire un peu le bilan de ce GDN dont on attend les mesures en termes d'implémentation. Au contraire, le quotidien également en kiosque ce matin fait savoir que la situation sécuritaire est sous contrôle dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le journal qui s'attelle justement à dire ce qui a été fait et même ce qui a été dit par le ministre pour la Tanganyika à l'occasion des visites officielles effectuées donc sur le terrain du nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le journal perceptif va dans le même sens et c'est au regard justement des récents séjours des membres du gouvernement sur le terrain de Bamenda et même de Buea. Le journal La République a un son de cloche tout à fait identique. En tout cas, selon lui, le ciel de Buea s'éclaircit davantage au regard de ces mesures gouvernementales visant à protéger les personnes et leurs biens, aussi bien
à Bamenda Kabuya. D'ailleurs, il est annoncé, c'est une information à confirmer, en tout cas, le journal en fait qu'à ce matin, à savoir que la célébration du 6 novembre 2020 pourrait connaître la participation du ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale du côté de Bamenda. C'est la capitale de la région du nord-ouest camerounais. On va retourner à l'économie avec défis actuels, également que ce mardi, le journal qui commet un exercice pas du tout facile. En tout cas, c'est un exercice d'évaluation et l'évaluation consiste justement à dire quel est aujourd'hui le poids vital du groupe Bolloré sur le sol camerounais. Le groupe français, dit-il, pèse donc 5000 emplois et d'ailleurs, en 2017, il contribuait à hauteur de près de 33 milliards de francs CFA au PIB, le produit intérieur brut de la République du Cameroun. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce matin et bien entendu, il parle finances et économie. Et bien la bonne nouvelle, qui est d'ailleurs en provenance du ministère des Finances, est que les pouvoirs publics camerounais entendaient désormais plutôt charger les salaires des fonctionnaires et autres agents publics dans les cartes. C'est une information révolutionnaire qui est justement rapportée ce matin par le financier d'Afrique. Toute chose visant d'ailleurs l'assainissement du fichier solde des personnels de l'État. C'est un processus qui est en cours du côté du ministère des Finances. Révolution donc du côté du ministère des Finances avec bien entendu la contribution, on va dire, indéfectible du directeur général du budget qui fait d'ailleurs la une au niveau du PD1 du journal Écho de l'Est. C'est un journal en provenance du Soleil Levant. C'est l'une des 10 régions du Cameroun. Et bien, Cyril Edou Allo, qui frappe d'ailleurs chaque jour sur la table, un point, question de mettre fin justement à ce qu'il est convenu d'appeler les fonctionnaires fictifs. La mesure est en cours au niveau du ministère des Finances. Mais la grande une de ce journal, pour parler encore de Écho de l'Est, et nous conduit justement dans la région de l'Est Cameroun, qui est un exemple patent de contraste entre le bois dont regorge justement cette région et la pauvreté qui est quelque peu ambiante sur l'ensemble de cette partie du pays. Voilà donc un contraste qui est relevé ce matin par le journal Écho de l'Est auquel nous avons fait allusion, au même titre que toutes les autres parutions qui ont donc composé cette revue de presse Made in Yaoundé. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, faisons un pont et retrouvons Michael Chiptio du côté de Douala. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite à Douala avec le billet hebdomadaire Europe Plus qui parle de politique à sa grande une ce matin et qui est un tout petit peu avancé effectivement. Il nous parle du 6 novembre 1982, 6 novembre 2019. Le journal se demande ce que le président de la République du Cameroun a fait de ses 37 ans de pouvoir. C'est la grande interrogation à la une du journal de Michaud Moussala en kiosque aujourd'hui. Le journal qui nous propose d'ailleurs des extraits du discours de démission d'Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982, également le discours de prestation de serment du président Paul Biya le 6 novembre 1982 à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal qui conclut justement pour parler des faits, pour parler de la situation économique du Cameroun aujourd'hui, en rappelant que cela fera exactement 37 ans demain mercredi que Paul Biya est le maître du palais des taudis. Entre angoisse, déception et frustration, grosse ombre et petite lumière, le journal Europe Plus revisite donc les rendez-vous manqués, les espoirs déçus et les légers frémissements ayant marqué ces années sans doute les plus palpitantes de l'histoire du Cameroun indépendant. Et le journal Europe Plus de conclure sur un fait, l'économie du Cameroun est sous perfusion, la gouvernance est en berne dans notre pays. Voilà donc la conclusion à laquelle arrive le journal Europe Plus en scrutant justement les 37 années du pouvoir du président Paul Biya. Le quotidien Le Messager lui embouche la même trompette effectivement pour parler de cette 37 années de règne du chef de l'État du Cameroun. Et le journal Croix voit en cet échec, justement, l'échec selon lui de l'économie du Cameroun, ou alors des 37 années de pouvoir du président de la République, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dont Paul Biya est le président, entre querelles internes, bataille de leadership et détournement de deniers publics, le parti pouvoir donc définitivement clouer le renouveau au pilori. En 37 ans
de pouvoir de Paul Biya, le RDPC, qui se confond souvent avec l'État, n'a pas brillé dans la conduite de la politique économique de la nation, sans faire fi de la conjoncture économique internationale. Le parti au pouvoir n'a pas su enrayer la dégradation des tissus économiques du Cameroun. Quel bilan donc peut-on revendiquer au sein de ce parti en 37 ans de règne sans partage du renouveau? Aucun, conclut donc un responsable du Social Democratic Front qui s'exprime dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, lui qui estime que le RDPC a tué le pays. Tous les gros voleurs à col blanc sont de ce parti politique, écrit-il, et ses propos justement sont relayés par le quotidien Le Messager. Les hauts fonctionnaires nommés entretiennent ainsi une confusion entre le RDPC, entre les biens de l'État et ceux du parti au pouvoir, écrit donc le quotidien Le Messager au sujet des 37 ans de règne du renouveau au Cameroun. L'affaire de l'église évangélique du Cameroun intéresse une fois de plus le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'église évangélique du Cameroun qui charge la cour d'appel du littoral auprès de Laurent Esso, le ministre de la Justice. L'avocat de l'église évangélique du Cameroun qui accuse la juridiction du littoral de partialité. Les avocats de l'EEC qui dénoncent auprès du ministre de la Justice l'obstination à connaître de son affaire alors qu'elle est recusée pour le faire. L'avocat justement de l'église évangélique du Cameroun, l'un des avocats qui constitue le conseil, a saisi le 17 octobre dernier le ministre de la Justice pour dénonciation et demande d'intervention dans une correspondance adressée à la chancellerie. Dans Le Messager publie quelques extraits ce jour. Maître Wete Bontemps ne passe pas par quatre chemins pour dénoncer l'attitude de la cour d'appel du littoral et son président dont le comportement selon lui n'honore pas dont le comportement dans le cadre justement de cette affaire n'honore ni la justice ni l'institution qu'il dirige. L'avocat de l'EEC accuse la cour d'appel de fouler aux pieds certaines règles élémentaires de droit processuel, autre chose qui mettent une partie au procès dans une situation désavantageuse par rapport à l'autre, écrit-il. L'avocat qui avait d'ailleurs saisi le président de la Cour suprême conformément à certains articles de la procédure civile et commerciale d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette requête visait à ce que la Cour suprême ordonne la Cour d'appel du littoral de s'abstenir de connaître de l'affaire de l'église évangélique du Cameroun. Mais quelques interrogations d'Alain Djipou dans le journal Le Messager ce jour, des questions justement qui taraudent l'esprit de l'avocat de l'EEC dans cette affaire. Pourquoi le président de la Cour d'appel du littoral, sachant que sa juridiction est recusée, s'entête-t-il à connaître de cette affaire? Pourquoi le magistrat ne veut-il pas attendre la décision de la Cour suprême sur la demande de renvoi? Quel intérêt a-t-il à vouloir absolument rendre une décision dans ce dossier alors qu'une partie doute de son impartialité? Des questions et bien d'autres qui en amènent à se demander, qui tirent les ficelles dans l'ombre dans le quotidien Le Messager de ce jour. Et à propos toujours de l'église évangélique du Cameroun et au sujet de la catastrophe de Ngouaché, l'église évangélique du Cameroun qui offre 2,5 millions de francs CFA aux victimes de la catastrophe de Bafoussam il y a quelques jours. La sollicitude de l'EEC s'est exprimée dimanche 3 novembre dernier au cours d'un culte solennel dédié à la prière pour l'église et le pays au temple du collège évangélique de Newbel ici à Douala. Des prières également ont été dites à l'endroit de l'église, de la paix et de la réconciliation au sein de l'église évangélique du Cameroun. La paix également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun au sujet de la situation socio-politique de notre pays actuellement. Et on reste dans l'église, cette fois avec l'église catholique qui parle justement de cette prophétie des évêques du Cameroun qui dure depuis 23 ans maintenant. Ces évêques qui mettaient déjà en garde contre les discours de haine dans notre pays, contre le tribalisme et contre justement les phénomènes de corruption, de favoritisme et bien d'autres. C'est dans une lettre pastorale datée du 6 novembre 1996 à Yaoundé, cette lettre pastorale qui est plus que jamais d'actualité. Les évêques condamnaient déjà fermement le tribalisme et les discours de haine qui font des ravages dans la société camerounaise et faisaient remarquer que ce mal trouve sa racine surtout dans les intérêts politiques de quelques citoyens ambitieux.
Il mettait également en garde contre des menaces à la paix et des animosités ethniques dans notre pays. Le danger de tenir un double langage, cette lettre pastorale condamnait le tribalisme et soulignait d'ailleurs ce qu'il faut faire pour éviter le pire, pour préserver justement le pays de pareils malheurs, écrivaient les évêques. Le premier remède est la prise de conscience personnelle et collective de la grande diversité de notre peuple, non pas pour effrayer ceux qui n'auraient pas les faits recherchés, mais pour donner des raisons de respect des uns et des autres. La diversité du Cameroun est sa richesse et non sa faiblesse, prévenaient justement ces évêques. Pour eux, il fallait également inculquer les vertus et la valeur d'ouverture en chaque Camerounais, disait-il le quotidien. La Nouvelle Expression qui publie donc en intégralité cette lettre pastorale des évêques du Cameroun publiée le 6 novembre 1996. Le journal continue avec Bafoussam toujours et ses autres catastrophes à redouter dans la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Après Gouaché, plusieurs autres éboulements ont touché certains quartiers de la capitale de la région de l'Ouest Cameroun il y a quelques jours. S'ils n'ont pas fait de pertes en vie humaine, les dégâts matériels ont été importants. Les populations apeurées redoutent le pire dans les jours ou semaines à venir. Et si c'est donc une sonnette d'alarme qui est lancée, certains parlent sur place des chantiers routiers qui seraient en cause. Un autre son de cloche pointe du doigt des entreprises de travaux publics retenues pour les différents chantiers routiers en cours de faire des canalisations hasardeuses. Les pouvoirs publics sont donc interpellés sur la question. Et la politique, toujours à l'oreillette gauche du quotidien La Nouvelle Expression, cette fois-ci avec celui que le journal appelle le traqueur du MRC à Ebolova, le traqueur du MRC qui tente de se défendre dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce jour. Le cadre du parti au pouvoir qui a amené le sous-préfet à annuler le meeting du parti de Maurice Kamto à Ebolova il y a quelques jours se défend dans les colonnes du quotidien Le Messager ce jour. Jean-Fabrice Mbili, puisqu'il s'agit de lui, lance d'ailleurs que refuser d'admettre que le vivre ensemble est une réalité à Ebolova relève purement de la mauvaise foi. C'est le conseiller au bureau de section ville à Centre 1 de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se défend de toutes les accusations portées contre lui depuis quelques jours. Le journal Le Paysan Élite est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de santé alimentaire dans notre pays. Le Cameroun sans protection, la santé des consommateurs donc mise en mal. C'est une sonnette d'alarme tirée donc par le journal Le Paysan Élite en kiosque aujourd'hui. La situation pourrait être préjudiciable, prévient le journal, pour ne pas dire dangereuse pour les populations si rien n'est fait. Le journal note justement aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Cameroun ne dispose pas de laboratoire d'analyse agroalimentaire pour tous les produits agroalimentaires qui entrent dans son territoire. Alors ne se fie qu'aux déclarations des pays d'où sont originaires ces produits, prévient le journal. Il en est de même pour les produits locaux à l'export. Dans les 80% de cas, l'exposition du Cameroun à la prolifération des produits agroalimentaires qui pourraient être dangereux s'est davantage accrue avec l'entrée en application des fameux accords de partenariat économique qui, comme tout le monde le sait, pénalisent aussi dangereusement la jeune industrie camerounaise. Même si l'on croit avoir maîtrisé l'activité de normalisation suite aux formations destinées aux parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme d'évaluation de conformité avant embarquement des marchandises importées du Cameroun, il est de notoriété, prévient le journal, que certains produits importés ou fabriqués localement ne respectent pas les normes, même lorsqu'elles sont rendues d'application obligatoire, écrit le Paysan Élite. Le Paysan Élite qui nous parle ici de la transformation du manioc au Cameroun et en Ngoulemacon, précisément la transformation du manioc qui prend des proportions. L'unité de transformation de commercialisation de Ngoulemacon qui est donc entrée en service et qui est désormais au service des populations dans cette localité. Aliment de grande consommation au Cameroun, comme au Nigeria, le tapioca produit dans cette unité est fabriqué selon des procédés semi-industriels et c'est d'ailleurs l'ancien bâtiment occupé par la Sodecao de Ngoulemacon dans la région du Sud qui abrite désormais cette unité de transformation et de commercialisation de manioc dans notre pays. C'est ici justement qu'arrivent des quantités importantes de tubercules qui sont nettoyés puis transformés, de l'amidon, du tapioca et bien d'autres produits extraits de ce manioc dans cette unité de transformation
transformation de manioc de Roulémacon, écrit le journal Le Paysan Élite. Et on reste dans l'agriculture avec la voix du paysan, cette fois qui nous parle d'un autre produit, le cacao. Comment bien fermenter son cacao? Bien fermenter le cacao, justement, c'est la garantie du coût. Méthodes et astuces, expérience paysanne à lire dans l'hebdomadaire ou alors le mensuel, le bimensuel, le journal La Voix du Paysan. La fermentation du cacao, essentielle pour obtenir des fèves de qualité. La saison de récolte cacaoyère bat son plein au Cameroun. Occasion pour La Voix du Paysan de parler de ces opérations post-récolte essentielles à la production des fèves de bonne valeur marchande et la fermentation, qui est donc la fermentation. Bien conduite, elle relève la qualité organoleptique des fèves et leur confère la couleur rouge brique tant recherché en chocolaterie. Méthode de fermentation, témoignage de cacaoculteurs, expérience de coopérative également à lire dans La Voix du Paysan en kiosque ce mardi. Le satellite, c'est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de la Cameroun Telecommunication, une nouvelle vision de la société numérique du Cameroun. Le journal nous parle justement de la responsable de cette entreprise attendue sur le chantier de la disponibilité, de la qualité, de la rentabilité du service, des services de télécommunication au Cameroun et de l'entreprise dont les rênes lui ont été confiées par le chef de l'État, on se souvient, en décembre 2018. Madame Judith Yassonde, épouse à Chidi, qui remplace le mastodonte David Koto-Eman en poste depuis 2004 à la tête de l'opérateur historique des télécommunications au Cameroun, avait pour ainsi dit du pain sur la planche, ne serait-ce pour redorer l'image bien mal écornée d'une entreprise d'État dont on n'entendait plus parler ces dernières années qu'en termes de faute de gestion et de services de piètre qualité, et qui plus est se trouvait à la croisée des chemins au regard de cet enjeu capital qu'est la fibre optique, dont l'objectif est d'offrir un meilleur service de télécommunication aux Camerounais. Le journal parle justement des faits d'armes de Judith Yassonde, qui a justement mis en place une rationalisation des dépenses et la stabilisation financière de l'entreprise. Son objectif, discipline, engagement du personnel et satisfaction du client. Ce sont donc quelques faits et les résultats sont déjà visibles sur le terrain, des résultats dressés par le journal Le Satellite en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec la tribune d'Uncam. La tribune d'Uncam qui se pose également une question à sa une aujourd'hui. Notre État est-il contre nature? Le journal parle de l'affaire Bolloré. Bolloré is back, réagissant aux effets pervers de la visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Anissé Ekane, Djekam Tchamini et bien d'autres appellent la communauté nationale et à se mobiliser pour le changement de la nature néocoloniale de l'État du Cameroun. Le journal nous propose 2 pages pour comprendre pour répondre justement à cette interrogation. Notre État est-il contre nature? Le journal qui parle également de Maurice Matanga. Maurice Matanga justement qui est chef de village dans l'Uncam, qui serait donc en route pour la mairie de Yabassi. Il n'exclut pas cette option. Le directeur de la stratégie de la SNH et PCA de Chanas multiplie d'étonnantes réunions de concertation à Douala. De son propre aveu, il n'exclut pas l'éventualité d'une candidature au poste de maire de la commune de Yabassi si les conditions sont réunies. Ambiance donc au sein de la section RDPC CAM Sud qui connaît une pénurie de candidatures officielles à moins d'une semaine de la convocation du corps électoral. C'est donc à lire dans les colonnes du journal La Tribune d'Uncam, qui nous parle également de la Ligue de football d'Uncam qui a été suspendue. La décision du président de la Ligue régionale de football du littoral est tombée hier, 4 novembre. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse, monsieur. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera, non, demain. Naturellement. Voilà, dans les coups de 7h15 minutes pour vous. Ouais. Merci aussi à Gislain Pierre Essonneau qui a démarré cet exercice à Yaoundé. Nous sommes le 5 novembre et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Marie Lindsay, c'est la fille de Steve Abomo, qui a tout juste quelques années ce matin. Marie Lindsay, la fille de Steve Abomo, joyeux anniversaire à vous. Vous avez un anniversaire, Chouchou? Ben non, j'ai la pub. Ah, fort heureusement. Place donc à la réclame.